Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel. Une histoire qui date de 1995, mais qui le hante encore aujourd'hui. À l'époque, Daniel était étudiant. L'un de ses meilleurs amis, Rick, lui était dans une autre université située à environ 3 heures de route de chez Daniel. Les week-ends, où Daniel ne bossait pas pour payer ses études, il rendait visite à son ami pour passer du temps avec lui et faire, comme on dit, la fiesta. Billard, bière, soirée, bref, les choses que font les potes quand ils sont à l'université. L'un de ces week-ends approchait. En plus, Rick venait d'emménager dans une nouvelle maison avec ses 2 colocs. C'est donc plutôt excité que Daniel a contacté Rick pour confirmer sa venue. « C'est toujours ok pour que je vienne le week-end prochain ?» Oui, bien sûr, tu peux venir. Daniel avait bien senti de l'hésitation dans la voix de Rick, et il s'empressa de lui demander s'il y avait un problème. « Non, rien, t'inquiète. Allez viens, on va passer du bon temps ensemble. » Daniel ne s'imaginait pas qu'il allait faire la découverte de quelque chose de particulièrement perturbant. Le vendredi arrive, Daniel part de chez lui et se rend à la coloc. Au bout de 3 heures de route, il arrive et remarque d'emblée que son ami agit bizarrement. Il le presse, encore une fois, pour lui dire ce qui se passe, mais il continue de nier et d'assurer qu'il n'y a aucun problème. Le week-end se passe. Piscine, alcool, débauche, je vous laisse imaginer. Le dimanche après-midi arrive, et Daniel s'apprête à repartir chez lui et s'adresse à son ami. « Allez mec, maintenant t'arrêtes tes conneries, t'as agi bizarrement tout le week-end, maintenant tu me dis ce qui se passe. » Et c'est là que Rick a répondu. « Ok, c'est vrai, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un de mes colocs qui nettoyait la plate-bande du jardin devant la maison au début de la semaine. Il a trouvé un truc. Et franchement, depuis, j'angoisse. Comment ça, trouver un truc? Allez, viens, je vais te montrer. » Rick emmène donc Daniel sur le côté de la maison, pas très loin du porche d'entrée dans le jardin, et là, Daniel, toujours un peu circonspect, lui demande face à la plate-bande pleine de feuilles, qu'est-ce qu'il est censé voir. C'est là que Rick lui a répondu « La chose qui m'a terrifié toute la semaine. » Rick se baisse, il écarte les feuilles, et là, dans la terre, à environ 15 cm de profondeur, se trouve un petit cercueil. Oui, vous avez bien entendu. Le cercueil mesurait environ 90 cm de long et autour de 30 cm de large. Il était noir mat, avec une petite croix rouge peinte sur le dessus. À ce moment-là, Rick s'adresse à un Daniel complètement sidéré. « Attends mec, il y a pire. » Rick prend la pelle qui se trouve à proximité et il utilise le manche pour ouvrir le couvercle du cercueil. La première chose qu'on entend, c'est un son de boîte à musique, comme si l'ouverture du couvercle avait déclenché quelque chose. La boîte à musique n'était pas visible, elle était sûrement cachée quelque part à l'intérieur du cercueil. Daniel se souvient encore de l'air terrifiant qu'elle jouait. Le cercueil était recouvert de velours rouge. À l'intérieur du couvercle se trouvait un certain nombre de photos de personnes qu'il ne connaissait pas. Les photos n'étaient pas vieilles, elles étaient en couleur. Franchement, elles semblaient pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Les vêtements que portaient les personnes sur les photos étaient relativement cohérents par rapport à la mode du début des années 90. C'est là que Daniel a remarqué que les yeux des personnes avaient été grattés, comme avec un petit canif ou quelque chose du genre, et que l'on pouvait voir le blanc du papier photo à l'endroit où se trouvaient leurs yeux. Il y en avait environ 6 à 8, et elles étaient toutes collées à l'intérieur du couvercle. Mais pire que tout, Daniel s'aperçut d'une chose. À l'intérieur du cercueil, il y avait un chat mort, desséché, momifié, habillé en poupée. Je vous laisse imaginer le choc de la découverte. Encore plus bizarre, toutes les pattes du chat avaient été enlevées, remplacées par des fils de laiton de grosse épaisseur et tordues de façon à représenter des griffes. Ces griffes en laiton étaient enfoncées dans les moignons des pattes du chat, là où elles avaient été amputées. Daniel est resté bouche bée devant cette abominable vision. Magie noire, sorcellerie, visiblement l'ancien occupant de la maison avait des passe-temps particulièrement effroyables, et l'angoisse vécue par Rick durant toute la semaine
est devenue une évidence pour Daniel. Daniel n'a jamais oublié cette vision d'horreur et se souvient encore aujourd'hui des moindres détails de cette boîte abominable. Pour autant, lui et Eric n'ont jamais compris le sens de cette macabre découverte. Passons à une autre histoire, où les événements décrits par une certaine Elena sont tout bonnement effroyables. À cette époque, Elena était adolescente. Elle vivait avec ses parents et ses frères dans une maison qui se trouvait dans un coin paumé. Mais c'était la maison dont ses parents avaient toujours rêvé. Seulement le destin étant ce qu'il est, les choses se sont rapidement dégradées lorsque son père a perdu son boulot. L'idée de vendre la maison et de déménager à cause de ça était insupportable pour toute la famille. Seulement, Elena, sa famille n'ont pas eu le choix. Et ils ont donc déménagé dans une maison en location qui se trouvait dans les vieux quartiers de la ville. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir un peu bizarres. Le jour du déménagement, lorsque le père d'Elena est rentré à l'intérieur de la maison, il a rebroussé chemin et a étrangement décidé de rester dans l'ancienne maison jusqu'à la toute dernière minute. Et même si cette idée était insupportable pour sa mère, son père est resté seul là-bas plusieurs jours, avec juste un fauteuil et un réfrigérateur. Les jours suivants, tout s'est bien passé alors qu'Elena, sa mère et ses frères emménageaient dans cette nouvelle location. Cependant, lorsque son père n'a pas eu d'autre choix que de s'installer dans cette maison, l'atmosphère a complètement changé. La famille a commencé à entendre des coups désincarnés, émanant des murs et des bruits de pas dans les couloirs. Elena dit avoir photographié des orbes si clairs qu'on pouvait voir des filets d'électricité à l'intérieur. Les trois chats de la famille, eux, fixaient le coin du mur de la salle à manger située entre la salle de bain et le salon, avec une telle intensité que même en frappant des mains devant leur tête ou en les ramassant, ils ne bronchaient pas. Ils restaient assis, là, pendant des minutes entières, à regarder ce maudit coin presque tous les jours. Ce recoin était également l'endroit où il s'était passé quelque chose avec la petite amie de son frère aîné. Un événement qui a fait que la petite amie n'a jamais voulu revenir dans cette maison. Ils n'ont d'ailleurs jamais voulu expliquer ce qui s'était passé. Le grand frère d'Elena a commencé à dormir dans sa voiture qu'il avait garée sur le parking de l'église, qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Son père, lui, s'est mis à boire beaucoup, à tel point que sa mère lui a demandé de faire un choix entre eux et l'alcool. Un ultimatum auquel il a répondu avec cette phrase glaçante. « Ça va être dur de vous dire au revoir. » Son petit frère, lui, qui était extrêmement doux d'ordinaire et qui se plaignait jamais, a commencé à dire à sa mère qu'il détestait tellement la maison que cela le mettait en colère. Une colère qu'il n'arrivait plus à gérer. Il a commencé à s'enfoncer ses propres ongles dans ses avant-bras chaque fois qu'il était débordé par ce qui le traversait. Les jeunes cousins d'Elena, qui lui rendaient de temps en temps visite, avaient surnommé le grenier le berceau des fantômes. Et c'est à cause de cela et sans grande conviction que sa mère est montée au grenier, est allée prendre des photos et a posé des questions à voix haute pour s'adresser à cette potentielle entité. Après cela, la porte du placard dans la chambre d'Elena n'allait faire que s'ouvrir et se refermer au hasard pendant les nuits. Des coups étaient portés sur les murs de la chambre de son petit frère, qui demandait alors à l'entité de s'arrêter, parce que cela l'effrayait. Ça ne durait pas plus de 15 minutes, avant de recommencer, pour qu'il finisse généralement par descendre et dormir sur le canapé. La maison fut soudain infestée d'abeilles, de fourmis et de puces. Pourtant jamais il y avait eu de problème avec ça. Son père, lui, était toujours au chômage. Difficile de trouver du boulot quand on a eu un accident qui vous a presque tué et laissé en situation de handicap. Il restait à la maison toute la journée. Un jour, alors qu'il pliait le linge dans sa chambre, il a entendu quelqu'un courir dans les escaliers avec de lourdes bottes. Il a évidemment pensé que c'était le petit frère d'Elena. Seulement en sortant de la chambre pour lui crier dessus, il s'est aperçu qu'il était tout seul dans la maison. Au regard de tout ça, les parents d'Elena ont décidé que la famille devait fuir cet endroit.
Ils ont pris le premier logement qu'ils ont trouvé et ont essayé d'informer la propriétaire que sa foutue baraque était hantée. A priori, même au bout d'une année et après le passage de plusieurs exterminateurs, la proprio n'avait pas réussi à canaliser l'infestation d'insectes. Quelques années plus tard, alors qu'Elena et sa mère traversaient le quartier en voiture pour se rendre chez des amis, elle s'est intéressée par curiosité à son ancienne maison, qui visiblement était inhabitée. Aucune lumière d'allumée, aucune voiture dans l'allée. Pourtant, il y avait quelqu'un à la fenêtre, au premier étage qui la regardait derrière la moustiquaire. Cela s'est passé très rapidement, puis la personne a disparu et Elena n'a rien dit pour ne pas effrayer sa mère. Seulement, sa mère a finalement freiné et s'est adressée à sa fille pour lui demander si elle aussi, elle avait vu quelqu'un. Dans sa tête, Elena s'est alors dit « Jamais, jamais je retournerai dans cette satanée maison ». Les dégâts que cette maison a causés à la famille d'Elena sont a priori encore très présents aujourd'hui. Et ce, près de 10 ans plus tard. Passons à l'histoire de Sarah, qui en octobre 2017 va vivre un drame alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Ce jour-là, Sarah est en retard pour le boulot, et elle part précipitamment de la maison. Elle partage sur le trajet quelques SMS avec son mari au sujet d'un entretien téléphonique qu'il devrait avoir un peu plus tard dans la journée pour un super boulot. Durant cet échange, son mari lui fait également état d'une douleur lancinante à la jambe. Dans la journée, ils échangent de nouveau rapidement par téléphone alors que le mari de Sarah se rendait à la pharmacie pour acheter des antidouleurs. Environ 1 heure plus tard, et pour s'assurer qu'il était bien rentré à la maison, Sarah rappelle son mari. Mais aucune réponse. Quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Elle essaya, durant les 2 heures suivantes, à le joindre, et là une femme répond. Elle se présente comme un médecin du SAMU et demande à Sarah de rentrer chez elle. En rentrant dans leur allée de maison, elle est accueillie par la même femme qu'elle avait eue au téléphone, et c'est elle qui lui apprend que son mari a été victime d'une crise cardiaque et qu'il est décédé. Apparemment, son mari était rentré un peu plus tôt à la maison et avait verrouillé la porte d'entrée avant de s'effondrer sur le sol. Il a crié à l'aide, et le hasard a fait que leur voisine et son fils qui jardinaient à proximité ont entendu son cri et ont couru pour l'aider. Seulement, ils n'ont pas pu entrer dans la maison à cause de toutes les portes et les fenêtres verrouillées. Ils ont pu lui parler à travers la porte pendant qu'ils étaient en train de contacter les secours. Malheureusement, il a cessé de répondre quelques instants avant l'arrivée du SAMU. Le fils de la voisine s'est ensuite excusé auprès de Sarah de ne pas avoir cassé une fenêtre ou tenté autre chose. Seulement, en raison du choc et de la panique, il a visiblement perdu tout sens de la raison. 1 semaine plus tard, après son travail, Sarah a rencontré la mère du meilleur ami de son mari pour se faire tirer les cartes. Elle était plutôt sceptique, mais le fait d'avoir perdu son mari si brutalement, sans même avoir pu échanger le moindre mot, était insupportable pour elle. Son désir de communiquer était le plus fort. La femme a mentionné beaucoup de choses intéressantes dans la lecture des cartes, mais la chose la plus importante pour Sarah, c'est qu'elle lui a dit que son mari se trouvait actuellement dans une étape, après la mort, où l'âme revit toute sa vie. Elle a comparé cela au moment où les gens disent que leur vie défile devant leurs yeux. Son mari ne s'était pas encore rendu compte qu'il était mort, et Sarah allait devoir l'aider à traverser la frontière. Quelques mois plus tard, Sarah a emménagé dans la maison de ses parents. À ce moment-là, elle est allongée sur le canapé et commence à se sentir très lourde, comme si elle avait reçu une anesthésie. Ça ressemblait clairement à une sorte de paralysie du sommeil qu'elle avait déjà expérimentée. Quand elle a pu enfin rouvrir les yeux, toujours allongée sur le canapé du salon de ses parents, elle a vu son mari, assis sur une chaise, juste en face d'elle. Une vision de lui aussi claire et réelle que de son vivant. Avant qu'elle puisse prononcer le moindre mot, son mari a commencé à dire qu'il était nerveux pour son entretien téléphonique, celui qu'il était censé avoir le jour de son décès. Il a dit être très excité, qu'il espérait obtenir le poste et qu'il voulait que Sarah l'aide pour s'y préparer. Sarah l'a regardé avec douleur, les larmes aux yeux, et son mari a commencé à lui demander à plusieurs reprises qu'est-ce qui n'allait pas.
Sarah, bouleversée, lui a alors dit « Chérie, je suis vraiment désolé. Tu te souviens de la douleur que t'avais à la jambe? Bah, c'était un caillou de sang. Il a atteint ton cœur, et tu ne vas pas pouvoir faire ton entretien, chérie. Tu es mort. » Sarah n'oubliera jamais l'expression sur le visage de son mari, une longue période de confusion qui s'est transformée en réalisation. Sarah s'est encore excusée et elle a supplié son mari de lui répondre. Mais il est resté assis, là, avec un air étrange sur son visage. Sarah est alors sortie de cet état entre rêve et éveil, et la chaise devant elle était maintenant vide. Elle n'a jamais revu son mari. Sarah espère l'avoir aidé à passer de l'autre côté. Perdre son mari a été sa première véritable expérience de la mort, mais cela lui a apporté la paix, d'avoir sa propre confirmation qu'il y avait quelque chose après.